Craig, Jose, merci de m'accueillir pendant votre grande conférence. Merci à vous. Grosse journée hier. Énorme journée, vraiment énorme. Je veux parler de ce que vous avez annoncé hier et de certaines annonces majeures. Mais d'abord, un mot sur la WWDC de l'an dernier. Vous aviez présenté une version plus intelligente de Siri basée sur l'IA. Elle est où? À l'époque, avec Apple Intelligence, on avait consacré environ 40 minutes à ce sujet dans une keynote de 100 minutes. Siri faisait partie intégrante d'Apple Intelligence. On avait présenté environ 8 minutes de nouveautés pour Siri. Sur ces 8 minutes, 4 ont été concrètement livrées cette année, et 4 non. Parmi ce qu'on a pu sortir, une nouvelle interface, la possibilité d'écrire à Siri, une meilleure compréhension des hésitations, du contexte conversationnel et une meilleure connaissance des produits Apple. Mais certaines fonctionnalités majeures n'ont pas pu être intégrées à temps. Avec Apple Intelligence, on avait posé les bases d'une nouvelle architecture, notamment avec un index sémantique et des modèles de langage puissants embarqués sur l'appareil. Ces modèles permettent d'activer de nombreuses fonctionnalités et sont renforcés par notre technologie innovante de Private Cloud Compute. L'index sémantique, par exemple, est utilisé dans des fonctions comme la recherche dans vos photos en langage naturel, ce qu'on a livré. Tout cela constitue le socle des futures capacités qu'on veut ajouter à Siri. On avait prévu une architecture en 2 phases pour transformer Siri. Lors de la conférence, on avait la première version fonctionnelle, capable de démontrer les principales nouveautés. On avait du vrai logiciel opérationnel, prêt à être montré. Mais cette version n'atteignait pas encore le niveau de qualité qu'on exige chez Apple. Elle fonctionnait, mais dès qu'on sortait des cas classiques, ça devenait moins fiable. Et avec Siri, on sait que tout est possible dans les requêtes, les données personnelles, la connaissance contextuelle, etc. On voulait que ce soit vraiment fiable, mais on n'a pas réussi à atteindre ce niveau de fiabilité dans les temps. On pensait pouvoir finaliser d'ici la fin de l'année. Puis au printemps, on a dû se rendre à l'évidence, ça ne répondait pas encore aux standards de qualité Apple. On a donc dû annoncer qu'on allait passer à la version 2 de notre architecture, celle qui nous permettra vraiment d'atteindre le niveau de qualité qu'on vise pour nos utilisateurs. Et on a dit qu'on la dévoilerait quand elle serait prête. C'est là où on en est aujourd'hui. Mais il y avait bien une version fonctionnelle? Ce n'était pas juste du vent? Ah non, bien sûr que non. On filmait un vrai logiciel fonctionnel, avec un vrai modèle de langage et une vraie recherche sémantique. C'est exactement ce que vous avez vu. Il y a cette idée qui circule, comme quoi ce n'était qu'une démo, mais non, comme Craig l'a dit, on pensait vraiment pouvoir sortir cette version d'ici la fin de l'année. Et évidemment, on ne veut jamais décevoir nos utilisateurs. Mais ce qui aurait été encore pire, c'était de livrer quelque chose qui ne répondait pas à nos standards de qualité, avec un taux d'erreur qu'on jugeait inacceptable. Alors on a pris la décision qu'on pensait être la meilleure. Et je la reprendrai sans hésiter. Il y a 2 aspects que je veux creuser. Le premier, c'est que vous l'avez quand même présenté, vous l'avez montré. Comment ça s'est passé? Comme Craig l'a dit, on pensait vraiment pouvoir livrer tout ça d'ici la fin de l'année, c'était notre plan. En octobre, on avait même diffusé une pub avec Bella Ramsey qui montrait une des fonctionnalités d'Apple Intelligence. On avait toute une série de nouveautés prévues, et celle-là en faisait partie. Voilà pourquoi on l'avait montré. Je pense que la majorité de notre communication, et je ne suis pas l'expert ici, portait vraiment sur Apple Intelligence. On avait, je crois, une vingtaine de fonctionnalités différentes à présenter. Et comme je le dis souvent, quand on relit les réactions aujourd'hui, on pourrait croire que tout notre événement de l'an dernier était centré sur Siri. Alors qu'en réalité, seulement 4% du temps de notre keynote portait sur les éléments de Siri qu'on n'a pas livrés. Les 86% restants concernaient d'autres sujets. Et la plupart d'Apple Intelligence concernent des capacités puissantes que, elles, on a bel et bien sorties. Donc oui, on a beaucoup communiqué sur Apple Intelligence parce qu'on pense que c'est déjà excellent aujourd'hui et que ça pose les bases solides pour l'avenir. Mais si, à chaque fois que vous entendez Apple Intelligence, vous pensez à chatbot, alors oui, vous risquez de mal interpréter notre message. Ce n'est absolument pas ce qu'on disait à propos d'Apple Intelligence, ni de la direction que prend notre plateforme. Il y a bien eu une pub avec Bella Ramsey spécifiquement sur Siri, mais dans l'ensemble, notre communication portait sur Apple Intelligence. Oui, et on a livré plus de 20 fonctionnalités. Donc, on a tenu presque toutes nos promesses. Il y a une chose qu'on n'a pas livrée, c'est vrai, et Craig a bien expliqué pourquoi. C'est bien d'avoir un niveau d'exigence élevé, mais vous êtes Apple. Vous avez plus d'ingénieurs, plus de moyens que la plupart des entreprises, peut-être même toutes. Alors pourquoi vous n'avez pas réussi à faire fonctionner ça? On parle ici d'une technologie nouvelle. Automatiser des fonctionnalités directement sur les appareils, de façon fiable, personne ne le fait vraiment bien pour l'instant. On voulait être les premiers et surtout les meilleurs. Comme je l'ai dit, on avait des résultats prometteurs, au départ, des versions initiales fonctionnelles, mais pas au niveau attendu. Quand on a commencé à les utiliser en interne, on s'est rendu compte, ça ne fonctionne pas encore assez bien pour être un produit Apple. Ce genre de choses demande énormément de travail. Mais pour nous, l'IA est une transformation de fond, sur le long terme. Elle va bouleverser notre industrie, et plus largement notre société pour des décennies. On veut faire les choses bien. Il n'y a aucune raison de sortir les mauvaises fonctionnalités ou un mauvais produit juste pour être les premiers. Ce qu'on veut, au final,
c'est créer les bons produits pour nos utilisateurs. Beaucoup de gens associent Apple et l'intelligence artificielle à Siri depuis plus de 10 ans maintenant. Il y a donc une vraie attente. Siri devrait être aussi bon, voire meilleur que la concurrence. Je pense qu'au final, oui, ça devrait l'être. C'est l'objectif. Mais ce n'est pas le cas. C'est clairement notre mission, oui. C'est notre cap. L'an dernier, on a voulu expliquer aux gens vers où on allait. Et je pense que beaucoup ont été enthousiastes vis-à-vis des valeurs d'Apple. Une expérience intégrée dans tout ce que vous faites, pas juste un chatbot ajouté à la va-vite sur le côté. Quelque chose de personnel, quelque chose de privé. On a commencé à construire ça et à livrer certaines de ses capacités. Aujourd'hui, on a par exemple une recherche sémantique dans les photos qui fonctionne très bien. On propose aussi plein d'outils directement intégrés à l'usage quotidien de votre appareil. Je pense que les gens sont enthousiastes pour ce futur. Et d'une certaine manière, j'apprécie le fait que les utilisateurs attendent vraiment la prochaine version de Siri. Et on a vraiment envie de leur offrir ça, mais de la bonne manière. Et cette bonne manière, elle arrive quand? Dans ce cas précis, on veut vraiment s'assurer que tout soit parfaitement maîtrisé avant de parler de date. Pour des raisons évidentes. Et ça inclura les fonctionnalités que vous aviez déjà annoncées, et d'autres encore? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de faire de Siri un compagnon IA plus interactif? Écoutez, d'un côté, j'adorerais partager mon enthousiasme pour nos projets à venir. Mais justement, c'est ce qu'on veut éviter pour l'instant. Créer de fausses attentes. On veut d'abord livrer quelque chose de vraiment excellent, que vous et tous nos clients puissiez vraiment apprécier. Vous avez beaucoup parlé d'Apple Intelligence. Mais pour être honnête, je ne l'utilise pas vraiment. J'utilise plutôt les produits de vos concurrents. Est-ce que vous pouvez ou allez rester dans la course face à eux? Encore une fois, il faut bien comprendre que notre stratégie est un peu différente de celle des autres. Pour nous, Apple Intelligence, c'est utiliser l'IA générative comme une technologie qui permet d'améliorer les fonctionnalités de tout notre système d'exploitation, tellement intégré que parfois, vous utilisez Apple Intelligence sans même vous en rendre compte. Et c'est justement notre objectif, l'intégrer, améliorer les produits et les fonctions que vous utilisez au quotidien sans que vous ayez à y penser. Il n'y a pas de destination, pas d'application appelée Apple Intelligence. C'est très différent d'un simple chatbot, et je pense que certains ont un peu confondu les deux, en se demandant « Où est votre chatbot ?» Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Ce qu'on a décidé, c'est de vous donner accès à un chatbot, en l'occurrence ChatGPT, parce qu'on estime que c'est le meilleur. Mais notre vision, c'est l'intégration profonde dans le système pour en faire des fonctions que, personnellement, j'utilise tous les jours. Je pense que l'IA fait partie de ces grandes vagues technologiques, comme l'Internet ou la mobilité. Et si on regarde en arrière, à l'époque de l'Internet, personne ne disait « Tiens, Apple, j'utilise beaucoup Amazon. Comme, pourquoi vous n'avez pas ça ?» Ou « Je trouve les moteurs de recherche super utiles, pourquoi ce n'est pas dans vos produits ?» Ou encore « Je regarde plein de vidéos de chats en streaming, pourquoi vous ne faites pas pareil ?» L'Internet, c'était immense. Une opportunité pour énormément d'entreprises et pour les utilisateurs de faire des choses très variées. Et c'était aussi un énorme levier pour Apple. Je pense qu'on a rendu l'Internet accessible d'une façon unique, plus que n'importe qui, et ça a été très puissant pour nos clients comme pour nos produits. Mais ça ne veut pas dire que toutes les expériences doivent se passer exclusivement dans l'univers Apple ou à travers Siri. Il y aura des domaines où, on l'espère, Siri deviendra un élément central, voire indispensable de votre quotidien. Mais ce n'est pas un problème si vous utilisez aussi d'autres outils pour d'autres tâches. Je veux qu'on parle un peu d'iOS 26 et des nouveaux systèmes, mais restons une seconde sur l'IA. Vous avez intégré davantage OpenAI et ChatGPT, notamment dans la partie Visual Intelligence. À quel moment vous envisagez d'utiliser vos propres modèles plutôt que ceux d'une autre entreprise comme OpenAI? En fait, on le fait déjà. Aujourd'hui, quand vous utilisez les outils d'écriture pour rendre un texte plus concis, le transformer en liste à puces, créer un tableau, ou même lui donner une forme spécifique comme un haïku, tout ça fonctionne avec les modèles Apple via notre Private Cloud Compute. On utilise donc de plus en plus nos propres modèles, y compris pour certaines expériences de visual intelligence. Mais ChatGPT offre aussi des capacités impressionnantes. On a donc renforcé l'intégration avec leurs outils pour faire des choses vraiment puissantes. Comme vous l'avez mentionné, ChatGPT est utilisé dans la partie Visual Intelligence, qui fonctionne non seulement avec ce que vous voyez via l'appareil photo, mais aussi avec ce qu'il y a directement à l'écran. Et on intègre aussi d'autres outils dans ce flux. La génération d'images par ChatGPT est disponible dans Image Playground, mais aussi accessible depuis tout un tas d'applications, qu'elles soient d'Apple ou de développeurs tiers. Vous pouvez donc générer des images directement dans votre flux de travail. On a aussi annoncé de nouveaux outils de développement dans Xcode qui ont eu un énorme impact auprès des développeurs. Ils permettent d'utiliser ChatGPT, mais aussi d'autres modèles comme ceux d'Anthropic pour le code. C'est fantastique. Donc oui, on va continuer à faire évoluer nos propres modèles, mais on voit aussi beaucoup d'innovations chez d'autres acteurs et on veut que nos clients aient accès au meilleur de tout ça. Si on se projette un peu, est-ce qu'Apple veut devenir l'entreprise qui développe ses propres modèles? Est-ce que vous aimeriez avoir certaines des capacités qu'on retrouve chez OpenAI ou chez Anthropic directement intégrées au modèle Apple? Ah mais on l'est déjà. Cette année encore,
on a publié un article présentant nos dernières avancées, à la fois sur les modèles embarqués directement sur l'appareil et sur notre modèle Private Cloud Compute. Les deux ont connu des évolutions majeures au niveau de l'architecture. Notre modèle cloud, le PCC, est beaucoup plus grand et plus puissant, et dans de nombreux aspects, il est comparable à GPT-4 Donc oui, c'est clairement quelque chose qu'on développe activement. Mais encore une fois, notre objectif n'est pas de créer un énième chatbot, c'est d'intégrer ces capacités à l'ensemble de notre système d'exploitation et de nos fonctionnalités. Ce qu'on veut, c'est cette intelligence puissante derrière toutes ces expériences. Parlons de Liquid Glass. Vous adorez vraiment le verre, non? Pourquoi cette obsession pour le verre? Pourquoi? Eh bien, je pense que le verre, ce que nous avons fait comme interface utilisateur, vous savez, on aurait pu choisir de la brique ancienne ou du bois de teck comme matériau, mais le verre a des propriétés vraiment intéressantes quand on parle d'interface utilisateur. En particulier avec le type de verre adaptatif qu'on a réussi à intégrer au produit. Ce qu'on voulait vraiment, c'est que, comme nos écrans deviennent à la fois plus grands et avec des bords arrondis, le contenu donne l'impression d'occuper tout l'écran, bord à bord. Le verre nous permet d'intégrer des commandes en retrait, concentriques à cette expérience, qui donnent à la fois l'impression d'être invisible comme si seul le contenu comptait, et en même temps définissent clairement l'espace avec des boutons bien identifiables. Le verre est aussi extrêmement adaptable. Il peut transmettre ce qu'il y a derrière grâce à sa translucidité, et on peut ajuster ses propriétés pour renforcer le contraste, ce qui permet de voir à la fois ce qu'il y a derrière et ce qu'on lit au premier plan. Bref, le verre a vraiment des qualités idéales pour l'interface utilisateur, et en plus, visuellement, c'est super classe. Pourquoi le faire maintenant? On en est arrivé à un point où le matériel a suffisamment évolué, notamment en termes de puissance de calcul, ce qui nous permet aujourd'hui de gérer cet effet vert, comme la réfraction du contenu situé en arrière-plan, ou encore sa diffusion subtile sur les bords. Tout ça demande énormément de ressources, mais avec Apple Silicon, on a désormais la puissance nécessaire pour l'appliquer à l'ensemble de notre gamme. C'est le premier élément. Ensuite, on a aussi des écrans incroyables maintenant, certains en très haute définition, d'autres HDR, ce qui nous permet de rendre des reflets lumineux spectaculaires sur l'effet vert. Et comme les écrans sont devenus plus grands, ça a renforcé cette logique d'une interface concentrique, où tout converge vers une expérience cohérente. Tous ces éléments se sont alignés pour nous permettre de franchir une étape importante. Et on a aussi vu l'opportunité de créer quelque chose de vraiment unifié, présent sur toute notre gamme de produits. Ça nous a pris des années. Quand on regarde d'où sont partis iOS et macOS, leurs interfaces étaient très éloignées au départ. Mais avec le temps, on les a rapprochés. Typographie uniformisée, langage de design harmonisé, jusqu'à pouvoir, enfin, proposer un design cohérent, transversal, sur toute notre gamme. Et cette année, on a pu concrétiser cette vision. Et ça vaut la peine de le dire aussi, on a été inspiré par toutes les années de travail réalisées sur le Vision Pro, évidemment. On a beaucoup appris de cette expérience, on a adoré ce que ça a donné, et les utilisateurs aussi. Donc oui, il y a clairement eu une source d'inspiration, notamment sur le plan du design. Vous parlez d'écrans plus grands ou de les faire paraître plus grands. C'est un signe d'un futur iPhone avec un écran encore plus grand et un iPhone pliable. J'ai l'impression que ce design rendrait super bien sur un modèle pliable. Ces grands-là, mon Dieu, c'est vraiment beau. Oui, justement. C'est beau, c'est pour ça qu'on le plierait. Je le casserai, non? Non, non. Vous fabriquez un iPhone pliable? C'est pas quelque chose que vous envisagez? On ne va pas répondre à ça. Je voulais parler un peu d'iPadOS. On dirait que vous cherchez vraiment à rapprocher l'iPad d'un ordinateur. Mais comme vous le savez, je pose cette question depuis longtemps. Vous avez l'iPad avec iPadOS super. Vous avez le Mac avec macOS super aussi. Pourquoi ne pas envisager de vraiment rapprocher les deux? Les deux sont très populaires et fonctionnent très bien. Vous n'allez jamais les réunir? Vraiment jamais? Ils sont géniaux, vraiment. Moi, je les adore tous les deux. Et je pense que tout le monde, s'il le peut, devrait avoir les deux. Ce sont des produits qui viennent de deux univers différents, avec des points de départ très distincts. Ils ont des choses en commun, bien sûr, mais chacun a sa manière propre d'être utilisé. Et c'est ce qui les rend complémentaires. Le Mac a toujours été optimisé pour le clavier, le trackpad ou la souris, avec une interface pensée pour une précision fine, pour des clics ciblés. L'iPad, lui, c'est l'outil tactile par excellence. Vous tenez littéralement l'informatique entre vos mains. C'est une expérience très directe et agréable. Mais au fil du temps, avec des écrans plus grands et une puissance accrue, nos utilisateurs ont voulu en faire plus avec l'iPad. On est passé d'un usage centré sur la consommation de contenu à de plus en plus de productivité. Et en cherchant comment accompagner ça, tout en restant fidèle à l'ADN de l'iPad, on s'est rendu compte que certains éléments du Mac s'adaptaient très bien. Donc, quand ça a du sens, on reste cohérent, mais on veut toujours préserver ce qui rend l'iPad unique, à chaque étape. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a peu, être une chance que vous finissiez par les réunir? C'est une interprétation intéressante, Johanna. Oui, c'est ce que j'entends moi. Je me souviens encore de la slide derrière Craig, je ne sais plus à quelle keynote c'était, mais je crois qu'on avait carrément mis le mot « non » en grand à propos de ça.
C'était la plus grosse police qu'on ait pu trouver. Donc je vais prendre un instant pour répondre clairement à cette question. Non. La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a un Mac avec écran tactile dans ces bâtiments? J'en vois pas. Non. Beaucoup des annonces d'hier concernaient ce qu'on pourrait appeler l'informatique plus traditionnelle, non? Le clic, le trackpad, l'écran tactile, avec Liquid Glass comme nouvelle façon d'interagir avec cet écran tactile. Mais pour Apple, c'est quoi l'avenir de l'informatique? Quand on regarde l'intégration de l'IA, la commande vocale et la capacité des ordinateurs à faire de plus en plus les choses à notre place, plutôt que ce soit nous qui fassions tout. Je pense qu'on se dirige vers un avenir multimodal, si on veut employer le terme technique. En tant qu'être humain, on est très visuel. On a aussi un rapport très fort au toucher, au fait de manipuler les choses avec nos mains. Et en plus, on a la capacité de parler, de communiquer par le langage. Donc à certains moments, vous aurez envie d'utiliser toutes ces capacités en même temps. Parfois, vous parlerez pour accomplir une tâche. Parfois, vous voudrez saisir quelque chose. Le toucher, le manipuler. Pour nous, l'avenir ultime, c'est un monde où vous voyez, vous touchez, vous interagissez, vous parlez, et l'appareil comprend ce que vous lui demandez. Mais vous pouvez aussi lui montrer ce que vous voulez, et obtenir ce que vous cherchez, directement, comme on le fait naturellement dans le monde réel. Et qu'en est-il des autres appareils pour faire ça? Vous avez sûrement vu que Johnny Ive s'est associé à OpenAI pour créer une sorte d'appareil IA du futur. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce un domaine qu'Apple explore aussi? Un espace qui irait au-delà de ce que vous proposez aujourd'hui, quelque chose de plus personnel, peut être un appareil qu'on porte, comme des lunettes? Je pense qu'on propose déjà des appareils portables extrêmement personnels. Si vous voulez quelque chose qui perçoit votre environnement sonore, vous en portez probablement un en ce moment même, au poignet. Et si vous voulez un appareil capable de capturer l'environnement, de voir et de vous afficher du contenu visuel, vous en avez sûrement un dans votre poche. Est-ce qu'il y a d'autres formats qui pourraient avoir du sens pour l'IA? Oui, bien sûr. Mais c'est quand même difficile de faire mieux qu'un appareil qu'on a toujours sur soi, qu'on peut consulter d'un simple regard, ou qui offre un bel écran pour interagir. Donc, oui, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de développer. Il y a beaucoup de sujets qui planent autour d'Apple en ce moment, et l'un des plus importants, ce sont les droits de douane et la menace de voir ces taxes augmenter les prix des produits Apple. Alors Josh, je vous pose la question, est-ce qu'on va avoir un iPhone encore plus cher? Évidemment, vous pouvez imaginer qu'on suit ça de très près, chaque jour. Mais pour l'instant, on n'a rien à annoncer. On attend tous de voir comment les choses vont évoluer. Et cette semaine, on est clairement concentré sur toutes nos annonces, sur l'ensemble de nos plateformes, y compris Apple Intelligence. Les mises à jour logicielles, elles, sont gratuites et sans droit de douane. C'est tout à fait vrai. Mais plus précisément sur le plan marketing, si vous deviez augmenter les prix, ça doit être un vrai défi de savoir comment vendre un iPhone encore plus cher. Encore une fois, il est trop tôt pour le dire. On n'a rien à annoncer pour l'instant. Vous n'avez aucune équipe qui travaille là-dessus? On surveille ça de près, comme vous pouvez l'imaginer. Ce serait fou de ne pas le faire. Mais on n'a rien à annoncer. D'accord. Vous deux réunis, je crois que ça fait presque 70 ans que vous travaillez chez Apple. Quel âge avez-vous, Josh? Oh mon Dieu, t'étais vraiment obligé de demander notre âge, Johanna? Oui. Et j'ai même une info exclusive pour vous. J'ai fêté hier mes 39 ans chez Apple. Waouh! Hier, on ne t'a même pas offert de gâteau. Oui, t'es à 1 an des 40. Je voulais juste que tu commences à planifier, c'était stratégique. Non, on fera un gâteau Liquid Glass, ce qui, soit dit en passant, sonne un peu comme une vodka, je trouve. Je suis partant. Donc je repose la question. À vous deux, je crois que vous avez environ 60 ans d'expérience chez Apple. Vous avez vu l'entreprise traverser des hauts, des bas. Où est-ce que vous pensez qu'elle en est aujourd'hui? Beaucoup disent qu'Apple est un peu sur la défensive en ce moment, non? Je pense que tu fais bien de poser la question sous cet angle. Parce que quand on a traversé plusieurs vagues, comme nous, on est forcément habitué au haut et au bas. Et honnêtement, en ce moment, on se sent vraiment bien. Oui, tu sais, je déteste paraître naïf, mais je me souviens qu'à son retour, Steve nous avait dit « Notre mission, c'est de créer d'excellents produits et de dire aux gens pourquoi ils sont excellents. Et si on fait ça, tout le reste suivra. » Et au final, c'est plutôt ce qui s'est passé. On crée des produits qu'on pense vraiment exceptionnels et on continue à les améliorer. Là, on est ici pour en parler, pour expliquer pourquoi ils sont aussi bons. Et ça fonctionne. Notre activité est solide. Les gens adorent nos iPhones. Le Mac n'a jamais été aussi populaire. L'iPad est en pleine croissance et il est excellent. Tout ce qu'on fait, c'est pour fabriquer les meilleurs produits possibles. Tout ce qu'on a montré hier du design à l'IA, en passant par les nouvelles fonctionnalités, c'est dans ce but-là, rendre nos produits encore meilleurs. Et honnêtement, on part déjà d'une base où chacun de nos produits phares est numéro 1 en satisfaction client dans sa catégorie. Et notre objectif, c'est de continuer à les améliorer. C'est ça qu'on fait. Et je m'accroche à cette théorie naïve, si on crée d'excellents produits et qu'on explique pourquoi, alors tout le reste suivra. Hier, c'était vraiment une journée passionnante. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce nouveau design.
et sur beaucoup de ses fonctionnalités. Et pouvoir enfin les présenter au public, ressentir l'énergie dans la salle, l'enthousiasme des gens, à quel point ils tiennent à ces plateformes et aiment ces évolutions, c'était fort. Et dans notre cas, on sait aussi ce qui arrive derrière. On est tout aussi enthousiaste à propos des super produits qu'on est en train de construire. Oui, ça fait du bien. Je suis obligée de finir là-dessus. Slow Horse ou Sévérance? Je les adore toutes les deux, vraiment. Elles sont fantastiques. Mais si je devais choisir, Sévrance en numéro 1, oui. Mais Slow Horse est juste derrière. Elle est exceptionnelle. iPad ou Mac? Vous devez choisir. Eh bien, comme beaucoup de nos utilisateurs, je choisis les deux. Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas prendre les deux? En mode message, petit texto séparé ou gros pavé d'un coup? Ah, eh bien ça dépend si t'es sur ton Mac ou pas. On repère tout de suite quand quelqu'un écrit depuis son Mac, message, retour à la ligne, message, retour à la ligne. Tout arrive séparé, alors que sur mon iPhone, j'envoie tout d'un coup, super rapide. J'avoue, je suis plutôt du genre gros pavé. Mais là, les messages en rafale, ça marche pas trop, hein? Merci à vous, vraiment. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi.